Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 avril 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Platon, et je suis dans le chapitre Le problème politique. Euh, donc voilà, c'est je commence ma lecture et puis je fais quelques digressions. Alors, à première vue, c'est là une organisation idéale. Il parle de la démocratie. Elle devient désastreuse parce que le peuple n'a pas l'éducation suffisante. Donc, en fait, il dit que les systèmes se corrompent naturellement. Voilà. Elle devient désastreuse parce que le peuple n'a pas l'éducation suffisante pour choisir les meilleurs chefs et prendre les plus sages partis. Voilà. Donc, il a tout à fait raison, Platon. Donc une démocratie doit exiger une éducation sans faille de ses citoyens. En fait, ça doit être un crime contre la démocratie. On doit hisser au rang de crime contre la démocratie le fait de laisser en déliquescence l'éducation. De ne pas donner à chaque citoyen l'aptitude à l'esprit critique, l'aptitude à refuser un ordre inique, l'aptitude à avoir une éthique démocratique, une éthique citoyenne bien formée, un niveau intellectuel qui permet de ne pas être abusé, de n'être abusé par personne. Et ça, c'est valable pour chaque citoyen. Donc on doit arriver, l'humanité doit arriver, ça arrivera dans l'avenir, c'est clair, on va vers ce genre d'imagination, une démocratie, on doit exiger et on doit donc condamner le système, comme par exemple actuellement depuis une quarantaine d'années, le système oligarchique qui corrompt la démocratie, et en corrompant la démocratie, il l'a corrompue de deux façons majeures, en prenant, en s'accaparant les médias, donc l'esprit critique, la voix du peuple, la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son mécontentement, ses aspirations, sa vision qu'a le peuple à travers les médias. Ces médias ont été subtilisés par l'élite qui ne voilà qui parle au nom du peuple, qui finalement a subtilisé la parole populaire. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est l'éducation qui n'est pas au top, il faut le dire. Depuis 40 ans, elle se dégrade jusqu'à arriver à faire des jeunes adultes comme on les entend sur les chaînes de télé ou sur les réseaux sociaux. C'est donc qui ont même plus de conscience de ce qu'est une démocratie, de ce qu'est la citoyenneté, de ce qu'est le vivre ensemble, etc. Voilà, c'est ce qui fait le terreau en fait des partis extrêmes, malheureusement, mais ça devrait être une valeur cardinale des gouvernements, du gouvernement qui va être élu, comme des gouvernements qui se sont succédés depuis Mitterrand, en somme. Voilà. Donc là, il y a eu une dégradation par le néolibéralisme. Voilà. Alors je reprends la lecture. Là, c'est Platon qui parle. La foule est pour ainsi dire aveugle, et ce que proclament ceux qui ont le pouvoir dans les cités, elle le répète en chœur.
Voilà, ben c'est exactement ce qui se passe. Et là, c'est caractéristique. Par exemple, il y a eu le débat hier soir politique. Chacun pense ce qu'il veut de ce débat. C'est une nécessité d'avoir son libre arbitre. Mais ce que les médias en pensent est un travail pour influencer le peuple. Et ça ne devrait pas être permis. D'un sens comme de l'autre, dans n'importe quel sens. Parce que si au pouvoir c'était un système dictatorial, il agirait exactement de la même manière, bien plus de façon plus prononcée d'ailleurs, sans doute, mais pour infléchir en fait ce qui s'est réellement passé. Nous avons été témoins d'un débat. On ne peut pas influencer, on n'a pas normalement le droit d'influencer le peuple sur ce qu'il pense. C'est-à-dire que on doit, les journalistes, les commentateurs doivent prendre une façon de parler qui n'influence pas, qui laisse la liberté de point de vue de chacun, en disant par exemple, à mon sens, j'ai vu cela. Je pense que, etc. Et non pas des sortes d'obligations à penser. Hier, le chef d'État s'est prononcé, s'est comporté comme ça. Hier, Marine Le Pen s'est comportée comme ça, etc. C'est comme ça. Donc des sortes de prêts à penser qui sont condamnables et un jour qui seront condamnés parce que c'est une façon d'influencer. Donc c'est tout à fait illégitime, voilà, parce que celui qui détient les médias, euh, celui qui détient CNews et tous ces médias-là, il ne laisse pas passer les voix dissidentes. Donc il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité de chance. Et donc les médias doivent au minima, à minima, se parler de cette façon-là, avec en, ceci, en précisant que c'est leur point de vue unique et qu'ils laissent le libre arbitre à chacun de penser ce qu'il veut. Donc je continue. Alors ça c'était Protagoras 317a, c'est dans le Protagoras. La foule est pour ainsi dire aveugle, etc. Pour qu'une doctrine soit acceptée ou rejetée, il suffit qu'elle ait été louée ou ridiculisée dans une pièce populaire. C'est là sans doute une pointe contre Aristophane, dont les comédies s'attaquaient à toute idée nouvelle. Et c'est incroyable de modernité, cette pensée. C'est dingue, voilà, on peut dire que c'est exactement ce que nous vivons. On a eu des moments où les médias étaient vraiment libres, quand ils étaient justement sous le diktat du politique, dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Les médias étaient bien plus libres, ils étaient proches du peuple. C'est Noam Chomsky qui a analysé cela. Les journalistes vivaient dans les mêmes immeubles que le peuple, ils étaient au contact du peuple. Et ils ont été délogés de cet endroit en les surpayant. Quand le néolibéralisme a pris le pouvoir dans les années 80, à l'époque de Mitterrand, Thatcher, Reagan, voilà, à la chute du mur de Berlin, le libéralisme est devenu tout puissant, c'est pour ça qu'on l'appelle le néolibéralisme, c'est l'ultralibéralisme en somme. Et à ce moment-là, il s'est accaparé les médias, et en s'accaparant les médias, il les a surpayés. Il n'a pas eu besoin en fait de les corrompre ou pas de les corrompre. Il n'a pas eu besoin de les censurer. En fait, en les surpayant, en leur donnant des 30 000 euros par mois, voilà, c'est fini. Il les avait délogés de leur place centrale et proche du peuple pour les mettre du côté de l'élite, du côté
des oligarques, en fait, en faire des oligarques, parce qu'en fait, c'est ce que sont devenus ces grands patrons des, comme Nagui, machin, des qui ont des comment ça s'appelle, des sociétés de production qu'ils vendent aux médias, en fait, que l'on paye. Hein, c'est le peuple qui paye ce genre de choses. Et donc, en partant dans cette mécanique-là, ils ont fait des oligarques, avec des pensées d'oligarques. Et donc, c'est eux qui donnent, parce qu'ils sont à la télé tous les jours. C'est hallucinant. C'est eux qui donnent leur point de vue quotidiennement sur ce que vit le peuple, quoi. C'est quelque chose de complètement aberrant si on se rendait compte de ça. Et malheureusement, comme ce mécanisme, le néolibéralisme fonctionne sur le narcissisme, c'est-à-dire qu'il noie l'esprit des gens, il oppresse, il saoule le peuple, quoi. Il enivre le peuple. C'est ça, ces émissions-là, qui empêchent de penser, en fait. Et donc, on ne peut même pas réfléchir, on ne peut même pas se rendre compte de l'abus dont on est victime, en fait. Voilà, il faut avoir un recul complètement extérieur. Et la plupart des gens n'ont pas ce recul parce que ce qu'on leur donne à penser, c'est il faut devenir comme ces gens-là, il faut devenir millionnaire, il faut avoir, voilà, il faut gagner sa vie très rapidement, etc. Donc, on fait bader quelque chose d'assez d'assez incroyable, quoi, d'assez sans éthique, d'assez pitoyable. Et c'est ce qu'on donne à envier au peuple, et justement en le saoulant, en l'enivrant, en le bousculant, en le stressant, en fait. Voilà, c'est stresser et déstresser. C'est le principe du pervers narcissique. Et les médias sont dans ce mécanisme de perversion narcissique totale. Et quand ça sera analysé dans quelques décennies, quand la pensée va pouvoir reprendre pied, eh ben, ça sera détecté comme cela. Moi, je l'écris déjà depuis 20 ans, cette mécanique que j'ai compris simplement parce que j'étais en recul, je n'étais pas stressé par le travail, par les besoins, par l'envie. Je me suis organisé un système qui faisait que j'avais pas besoin de voilà, j'étais pas sous le coup de cette pression qui empêche de penser. Et donc, ça m'a permis d'y réfléchir. Voilà, mais malheureusement, euh, très peu peuvent le faire. Et ceux qui le font, ceux qui écrivent, certainement il y a des Bourdieu et des esprits critiques en pagaille en ce moment. Mais sauf que les médias les censurent de manière indirecte. C'est pas des censures directes, hein. C'est voilà, on les néglige, on fait venir tout, on occupe l'espace médiatique et donc il n'y a plus la place pour cela. Enfin voilà, c'est tout à fait pervers, quoi, hein, comme système. Pour qu'une donc de doctrine, etc. En démocratie, le vaisseau de l'État vogue sur une mer agitée. C'est exactement ça. Chaque souffle d'éloquence soulève les eaux et fait dévier sa course. Les excès d'un tel régime finissent par l'emporter vers la tyrannie ou l'autocratie. La foule aime tant la flatterie, elle est si affamée de miel qu'à la fin le flatteur le plus vil et le moins scrupuleux, qui se dit le protecteur du peuple, parvient au pouvoir suprême. Vous voyez l'histoire de Rome. Eh ben, c'est exactement ce que on vit dans certaines émissions qu'on voit sur C8 ou des choses comme ça. Là. Les, les, les flatteurs les plus vils et les moins scrupuleux, bon, finalement, ils finissent par devenir scrupuleux et moins vils et ils servent, ils font passer des choses positives au peuple, évidemment, malgré tout, ces flatteurs. Mais c'est comme ça qu'ils se maintiennent
dans le système. Et ça n'a rien à voir avec un système vraiment démocratique qui s'occupe des plus faibles, qui, qui interpelle les puissants, etc., qui fait vraiment un travail pédagogique, un travail pour éduquer, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'ils se maintiennent en place en flattant le public, en voilà, mes petits chéris, etc., etc. Voilà, le système. Donc en démocratie, les excès d'un tel... le miel, d'accord. Plus notre philosophe y réfléchit, plus il s'étonne de la folie qui abandonne à la populace le soin d'élire le magistrat. Là, c'est Will Durant qui parle de Platon. Ou laisse ce choix à ces stratèges complaisants qui, dans l'ombre, tirent les fils oligarchiques derrière la scène démocratique. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que vivait certainement Will Durant. C'est ce qu'a vu Will Durant dans ces années 20 qui ressemblent étrangement aux années que nous sommes en train de vivre. Et ce livre a été écrit dans ces années-là, et Will Durant était en Europe, je pense. Et donc il voyait exactement ce qu'il se passait dans ces années à la sortie de la guerre, 18, 20, 22, jusqu'à l'arrivée des dictatures. Il y avait une oligarchie qui a corrompu totalement, en quelques années simplement, la démocratie, poussant le peuple à aspirer à une dictature. Et nous sommes exactement dans ce cas de figure. Ça a pris plus de temps parce que le système avec les médias a réussi à faire, à juguler la pression sociale, la critique, etc. Mais on est au bord de ce genre de choses. Et ça ne pourra pas durer éternellement. Voilà. Et en des matières plus simples, quand il s'agit de cordonnerie par exemple, nous pensons que seul un spécialiste nous donnera satisfaction. Alors qu'en politique, nous présumons que tout homme qui réussit à obtenir des voix sait comment l'on doit administrer une cité ou un État. Et voilà, ben c'est exactement ce qu'on voit dans, dans, euh, dans les émissions politiques sur CNews, BFM, etc., LCI. On voit des gens qui viennent parler comme s'ils savaient exactement ce qu'il faut, comment il faut gérer un État, enfin, qui viennent parler au nom du peuple alors qu'ils gagnent rien que des fortunes pour passer dans ces émissions. Et ils font partie des 1% les plus riches et ils viennent expliquer aux pauvres comment on doit vivre, comment la politique doit se jouer, etc. Et donc ils empêchent le monde des citoyens de jouer vraiment son rôle. Quand nous sommes malades, nous faisons venir un médecin expert, dont le diplôme est une garantie de savoir et de compétences techniques. Nous n'appelons pas le médecin le plus beau et le plus éloquent. Eh bien, quand l'État tout entier est malade, ne devrions-nous pas rechercher les services et les directions des plus sages et des meilleurs, trouver le moyen d'interdire à l'incompétence et à la fourberie l'accès des charges publiques, de choisir les plus aptes et les préparer à exercer le pouvoir en vue du bien commun, tel est le problème de la philosophie politique. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ça mériterait, j'ai pas pu m'occuper vraiment de cette veine-là de la philosophie politique, mais ça mériterait un essai complet, un bouquin complet pour montrer, pour faire des propositions pour que une démocratie ne se dégrade pas au fil du temps, pour que tout exercice de pouvoir ne corrompe plus, finisse par ne plus corrompre, voilà, pour ne plus s'épuiser, etc., pour trouver un système qui permet de régénérer en permanence la politique, qui amène un esprit critique suffisant dans la société. Voilà. Nul doute que l'avenir trouvera toutes
toutes ces clés et améliorera. La démocratie, c'est un bébé dans la. Bon, c'est peut-être un jeune enfant, un préadolescent. On n'est encore pas apte à comprendre. Voilà, on est brouillon, on regarde la vie, mais on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans l'analyse et dans le désir de faire vraiment évoluer la démocratie. Pour l'instant, on la vit, on la subit, on en subit tous les affres et on n'a pas le temps encore de vraiment la faire évoluer. D'autant que l'homme est encore ce guerrier malade, les dominants sont encore à l'image des dominants primates qui peuvent déclencher des guerres voilà, à tort et à travers pour juste des problèmes de domination, d'ego, et encore incapable de lever la tête et de dire bon, maintenant il est temps de. Nous sommes arrivés à l'ère de l'universalité possible, puisqu'on a construit l'ONU, on en a construit toutes les structures. Mais encore, les dominants sont. Bon, il faut voir que c'est les vieux qui entraînent ça, les vieux dominants, et qui entraînent les jeunes parce qu'ils sont narcissiques et qui se laissent dominer par ces vieux dominants qui veulent les guerres, en fait. Hein. Voilà, c'est le Biden et Poutine en fait, c'est ça, cette guerre. Même s'il y a un paquet de monde derrière, mais c'est des vieux qui sont derrière. C'est ces vieux-là qui entraînent les Zelensky, les, les euh, nos chefs d'État occidentaux qui sont jeunes pourtant et qui devraient dire bon stop, ok, on n'est pas voilà, on n'a pas à vous obéir, vous êtes dépassés, vous êtes plus de notre monde, on est dans le monde de Greta Thunberg, on est dans le monde d'une autre d'une autre pensée politique, d'une autre vision de l'avenir de l'humanité. Donc c'est bon, lâchez prise, lâchez-nous la grappe et laissez-nous euh, avancer vers l'universalité, vers l'unité humaine, vers voilà, vers la paix et tout ce qui va derrière. Eh ben non, ils sont justement parce que ce sont des narcissiques, parce que les chefs d'État de l'Occident, ces chefs d'État dont je viens de parler là, sont des narcissiques et donc ils vénèrent la force. Donc ceux qui vénèrent Biden et ceux qui vénèrent Poutine sont les narcissiques qui vénèrent la force en fait. Voilà. Et, euh, et donc ils acceptent d'un côté le côté atlantiste et de l'autre le côté euh, guerre à l'atlantisme. Voilà, donc on est dans cette configuration assez désastreuse. Donc, euh, voilà, tel est le problème de la philosophie politique. Alors ensuite, nous attaquons la partie 6, le problème psychologique. Mais derrière ces problèmes politiques, il y a la nature humaine. Et oui, bien sûr, c'est tout ce dont je. Moi, je n'ai pas lu, hein, je découvre en même temps que je lis ces passages. Et ben voilà, c'est forcé. C'est là où ben Platon, il a compris tous ces mécanismes. Mais quand on est un peu perspicace, on se rend compte que c'est notre origine primate qui est à l'œuvre de tout ça. C'est pas péjoratif de dire que c'est comme ça parce que nous le sommes tous. Et voilà, celui qui préconise la paix, c'est la même chose. Il le préconise avec les mêmes pulsions primates. Il y a certainement parce qu'il est inapte à la guerre, parce que si, parce que ça, etc. Voilà, il y a pas
quelqu'un qui est meilleur que d'autres, qui est plus primitif que d'autres, etc. On est tous logés à la même enseigne. C'est comme il n'y a pas d'espèce qui est supérieure, qui est plus en avant euh, dans le temps. On est tous euh, au même moment. Les autres primates, ils ont simplement une autre voie d'évolution, mais ils sont aussi contemporains que nous le sommes. Les fourmis sont aussi contemporaines que nous, les arbres, etc., etc. On est tous des contemporains de cette humanité. On est dispatchés différemment, et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait écosystème, et cet écosystème fait que le monde est ce qu'il est, et nous, nous avons une place privilégiée, l'homme, puisque nous sommes la conscience de cet univers, de ce monde, de l'univers. On ne peut pas le déterminer réellement, mais en être sûr que nous sommes les seuls à apporter la conscience, la capacité à comprendre, etc., à comprendre ce monde, pourquoi, d'où nous venons, qui sommes-nous et où nous allons. Nous avons cette chance d'être cela. Et donc, il suffirait de lever un peu la tête au ciel pour dire, bon, maintenant, on va mettre toutes nos forces, on va éviter la catastrophe. On va faire en somme que ce monde aille vers la paix. On a les moyens de faire ça. On a les moyens de développer la paix. Bon, voilà. Mais derrière donc ces problèmes politiques, il y a la nature humaine. Pour comprendre la politique, il nous faut malheureusement comprendre la psychologie. Autant de caractères d'hommes, autant d'espèces, de constitutions, c'est une nécessité. Crois-tu que les constitutions naissent de chênes ou de rochers et non pas des caractères qui prédominent dans les cités et qui, par leur poids, entraînent tout le reste, écrit Platon. L'État est ce qu'il est parce que ses citoyens sont ce qu'ils sont. Dès lors, nous ne devons pas espérer d'améliorer les États sans améliorer les hommes. Il a tout compris, c'est exactement ça. Et c'est un crime contre l'humanité que de laisser des êtres humains naître sans et de ne pas leur apporter l'éducation, l'esprit critique, etc. C'est un crime contre l'humanité. Et ça devra être hissé au crime contre l'humanité. Et nous laissons faire ça dans les pays en voie de développement. Nous laissons faire ça en Occident, se dégrader la culture, l'esprit critique, etc. Nous laissons faire ça. Et ça, cet ultralibéralisme est un criminel contre l'humanité. Depuis les années 80, le leadership qui s'est imposé sur l'humanité est devenu un criminel contre l'humanité. Alors oui, il a permis d'universaliser le monde à travers le marché, de faire, voilà, d'universaliser le monde à travers la mondialisation. On peut le remercier pour ça. Ça n'empêche pas que c'est un criminel contre l'humanité de ne pas regarder, de ne pas comprendre que l'éducation est le fondement de cette humanité, alors qu'on a les moyens d'éduquer entièrement cette planète, de donner à chacun les moyens de comprendre sa vie, son monde, de ne pas être stressé, d'éduquer correctement ses enfants, etc., d'avoir un esprit critique, d'avoir une vision globale du monde, etc. Sans cette condition et de ne dépendre de personne, de n'être l'esclave de personne. Voilà. Donc de bien entendre ce que dit Rousseau. Aucun homme ne doit avoir suffisamment tellement d'argent qu'il puisse en acheter un autre. Donc empêcher, éduquer les êtres humains à ne pas se laisser acheter par qui que ce soit, à ne dépendre de personne, à n'être l'esclave de personne. C'est ce qu'on doit amener à l'humanité. Donc, sans cette condition, tout changement n'atteindra pas l'essentiel.
plaisantes gens qui établissent les lois. Ça, c'est Platon qui parle. Plaisantes gens plaisants, quoi, qui établissent des lois et amendent sans cesse dans l'espoir qu'ils mettront un terme aux perfidies qui se commettent dans les conventions entre hommes. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est comme s'ils coupaient les têtes d'une hydre. Voilà, c'est-à-dire qu'on coupe une tête et elle renaît. Tant qu'on garde les gens dans l'ignorance, tant qu'on fabrique des ignorants, on coupe des têtes pour rien. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans cette guerre Ukraine-Russie actuelle. On a laissé une partie du monde aller dans un extrême gravissime, un extrême qui valorise le nazisme, et pour des besoins politiques, pour des désirs, en pensant que c'était voilà, que c'était une bonne façon de lutter contre la Russie, ou je ne sais pas exactement les, ce qui a motivé cette chose-là, mais en pensant qu'il pourrait ensuite être neutralisé. Sauf que, bien sûr, mais on engendre quelque chose, on empêche une éducation, on laisse un système criminel prendre la place d'une éducation, des idées criminelles prendre la place d'une éducation, et on se retrouve avec un monde qui terrorise l'autre, voilà, qui fait, c'est comme dans les îles qui sont tenues par quelques mafieux, ils maintiennent le monde dans une sorte de peur, dans une sorte de, de contrainte, et ils dominent, et ils peuvent à ce moment-là vendanger le système. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Et sauf que c'est grave, voilà, et c'est même criminel, faut le dire. Et un jour, ça sera considéré comme un crime contre l'humanité, tout ça. Examinons un instant le matériel humain que doit mettre en œuvre la philosophie politique. Selon Platon, 3 facultés principales président à la conduite humaine: le désir, l'énergie volontaire et la raison. C'est incroyable, il était freudien avant tout le monde. Désir, appétit, impulsion, instinct, c'est tout un. Énergie volontaire, fougue, ambition, courage, cela ne fait qu'un. Science, pensée, intellect, raison, tout cela ne désigne qu'une seule et même chose. Le désir a son siège dans la région qui sépare le diaphragme du nombril. C'est un réservoir d'énergie, et d'énergie d'abord sexuelle. La volonté a son siège dans le cœur, dans le bouillonnement et l'ardeur du sang. Dans le cœur retentissent les excitations sensorielles et les désirs internes. La raison a son siège dans la tête. Elle est l'œil du désir et elle peut devenir le pilote de l'âme. Ces facultés sont chez l'homme, chez tous les hommes, mais à des degrés divers. Certains hommes ne sont que désirs, ce sont des âmes agitées et avides, absorbées dans la recherche des intérêts matériels et les querelles qui naissent de cette recherche, brûlant de convoitise pour le luxe et le faste, comptant toujours pour rien ce qu'ils acquièrent en comparaison du but qu'ils poursuivent et qui recule sans cesse. Ces hommes sont les maîtres de l'industrie. Mais il en est d'autres qui sont comme le sanctuaire de la volonté et du courage, qui ne se soucient pas tant de ce que pourquoi ils combattent que de la victoire en elle-même et pour elle-même. Ils sont batailleurs plutôt qu'avides, ils sont plus fiers d'être forts que de posséder, plus heureux sur le champ de bataille que sur le marché. Ce sont les hommes qui font les armées et les marines du monde. Et enfin, il y a le petit nombre de ceux qui se plaisent à méditer et à comprendre, qui ne désirent ni les biens extérieurs, ni la victoire, mais la science, qui délaissent le marché et le champ de bataille pour se plonger dans la paisible clarté de la pensée solitaire, dans la volonté
dont la volonté est une lumière plutôt qu'un feu, dont le havre est la vérité, non la puissance. Ce sont les sages qui se tiennent à l'écart et que le monde n'utilise pas. Eh ben, incroyable. Bon, bref, je vais arrêter là, mais c'est très très juste tout ça. Voilà ce Platon qui a tout compris et qui donne le là. Bon, je suis désolé, c'est un peu comme je respire très mal, ça me demande un effort considérable de parler. Et donc je crie un peu, voilà, au lieu d'être paisible, euh, je n'y arrive pas. Et donc c'est pas très agréable ma façon de parler. Il serait bien si un jour quelqu'un entend ce message, de qu'on puisse le, le transcrire et l'améliorer, en enlever toutes les hésitations, les trucs, etc. Les trucs, les si, voilà, c'est cette façon-là pour en faire quelque chose de correct. Donc si quelqu'un se sent apte à cela, je le- je l'engage à le faire. Voilà. Merci pour cette écoute. À bientôt.